Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une résolution commentée du deuxième exercice qui porte sur la régression logistique et le modèle de support vecteur machine, SVM. Donc au tout début, je vous propose de juste reprendre le code qu'on a déjà réalisé précédemment, qui consiste au fait à importer certaines librairies dont on aura besoin, donc Panda, Scikit-learn. Ensuite, à exécuter la fonction qu'on a déjà écrite ensemble, qui s'appelle Calculate Accuracy, qui permet d'entraîner le classifier et calculer les métriques. Après, nous avons aussi quelques lignes de code à exécuter juste pour importer les données et créer des étiquettes Y et créer la matrice de données X. Donc tout ça, on a déjà fait ensemble, vous savez bien faire. La dernière cellule du code représente le split entre le train et le test. On va créer un dataset d'entraînement X-train et un dataset de test X-test. Donc il y aura 3 quarts d'échantillon pour le dataset d'entraînement et un quart d'échantillon pour le dataset de test. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît déjà très très bien, qu'on a déjà exécuté lors des exercices précédents. Et cet exercice numéro 2 commence au moment où on a déjà préparé les données et on a déjà préparé les datasets d'entraînement de test. La première question donc, est d'appliquer une normalisation centrée réduite aux données. Les termes dépendent du contexte. Je vais peut-être dire parfois normalisation, parfois standardisation, mais vous allez comprendre qu'en fait, il s'agit de ramener les données à la même échelle. Parce que initialement, les données pour chaque gène ne sont pas forcément à la même échelle. Et par exemple, pour un gène, les valeurs peuvent varier de 0 à 2. Et pour un autre gène, les valeurs peuvent varier, par exemple, de 5 à 10. C'est pas gênant pour certains modèles comme Random Forest ou les arbres de décision, parce qu'ils cherchent uniquement à mettre un seuil. Par contre, pour beaucoup d'autres modèles, c'est mieux de faire cette normalisation ou standardisation des données avant d'appliquer les algorithmes. Comment cette standardisation est réalisée? On travaille pour cela uniquement sur le dataset d'entraînement et pas sur le dataset de test. Le dataset de test ne doit jamais être utilisé pour aucune action dans le pipeline d'entraînement. Donc là, on prépare le pipeline d'entraînement et on n'a pas le droit d'utiliser X-test. Une normalisation centrée réduite consiste à calculer la moyenne, en fait, de soustraire la moyenne des données et ensuite diviser le résultat par l'écart type. Donc il nous faut calculer la moyenne et l'écart type. Dans Scikit-learn, c'est des objets scalars qui prennent en charge en fait une normalisation. Donc une normalisation centrée réduite, c'est une étape la plus classique, en fait, c'est un scalar standard, il s'appelle comme ça, standard scalar. Mais il existe aussi d'autres scalars, min-max, un scalar robuste, etc. Donc vous pouvez regarder dans la documentation, il y en a un certain nombre. Le scalar standard, c'est pas la seule option, mais c'est cette option-là qu'on va utiliser. Donc on va instancier un scalar standard, standard scalar, et ensuite avec la commande fit, on va entraîner entre guillemets le scalar, ça veut dire calculer en fait la moyenne et l'écart type. Ce que je vous propose ensuite, c'est de commenter certaines lignes et les exécuter juste pour visualiser quelle valeur moyenne et quelle valeur d'écart type nous avons calculé de cette manière-là. Alors, on voit que les valeurs moyennes, mu, c'est un vecteur. En fait, c'est la moyenne par gène. Donc, pour chaque gène, on calcule la moyenne dans le dataset d'entraînement. Et pareil pour l'écart type, standard deviation. Ensuite, on doit appliquer ces valeurs calculées mu et sigma, donc la moyenne et l'écart type, au dataset d'entraînement et aussi au dataset de test. Pour cela, il faut utiliser la méthode qui s'appelle transform de scalar. Donc, la méthode transform va appliquer, donc va vraiment faire le calcul, enlever la moyenne mu calculée et diviser par sigma calculé, donc par l'écart type calculé. On exécute les lignes de code, donc scalar transform, on applique sur le dataset d'entraînement. Et en fait, quand on fait ça, le transform, il retourne un objet NumPy. Mais en fait, on travaillait avec les dataframes Panda, donc il serait intéressant en fait de convertir un objet NumPy en Panda. On ajoute une ligne supplémentaire qui juste
qui fait la même chose, mais représente X-Train Scaled sous forme dans DataFrame Panda. Et pareil, on exécute les mêmes lignes de code pour le dataset de test Xtest. Et on obtient donc X-Train Scaled pour le dataset de test. Logiquement, après normalisation, la moyenne des valeurs d'expression pour chaque gène dans le dataset X-Train Scaled doit être égale à 0, puisqu'on a enlevé la moyenne. Je vous propose de vérifier si c'est vraiment le cas dans cet exercice, et on va le faire en calculant la moyenne, tout simplement, avec la méthode min de Panda. Et on va afficher quelques premières valeurs, juste pour vérifier que notre scaler a bien fonctionné. Donc pour le faire, on utilise Xtrain Scaled. La commande min va calculer la moyenne pour chaque gène, et ensuite on applique la commande read juste pour ne pas afficher les 60 gènes, mais afficher juste les 5 premiers. Les valeurs obtenues, on voit qu'elles ne sont pas exactement 0, enfin 0 pur, mais ce sont des valeurs très très petites, exposant puissance moins 17. Et l'écart type, bien sûr, dans les données Xtrain Scaled, l'écart type doit être égal à 1, parce qu'on a, en fait, on a divisé par la valeur d'écart type. Ça, on peut aussi vérifier à l'aide de la méthode STD, Standard Deviation de Panda. De la même façon, on calcule STD sur Xtrain Scaled, et après on affiche quelques premières lignes. On voit aussi que ce n'est pas exactement 1, mais c'est très très proche de 1. Alors une fois on a standardisé les données, on passe à la question 2, qui consiste à créer un modèle de régression logistique. Donc la régression logistique utilise une fonction analytique appelée fonction logistique ou fonction sigmoïde, qui a une forme caractéristique en S. Et on voit le principe de la régression logistique. En optimisant les coefficients de cette courbe, max de vraisemblance ou min de cross-entropie, elle permet d'estimer la probabilité pour un échantillon d'appartenir à telle ou telle classe, par exemple classe tumorale ou classe normale, dans notre exemple. On doit, dans cet exercice, créer le modèle de régression logistique en utilisant les données normalisées et calculer la métrique accuracy comme dans les exercices précédents. Tout d'abord, on va importer le modèle de la régression logistique de scikit-learn et on va créer une instance de la classe Logistic Regression avec quelques options. Donc, il y a l'option de Random State, c'est juste pour initialiser les générateurs aléatoires. Et il y a une autre option qui s'appelle Penalty et que j'ai mis en None. En fait, Penalty, c'est le paramètre de régularisation dont on a parlé un tout petit peu dans le cours. Ici, dans la fonction loss, je ne veux pas utiliser le terme de régularisation, donc je le mets en None pour le désactiver, parce que par défaut, dans scikit-learn, cette option est activée. Donc ici, on a créé un classifier et avec notre commande Calculate Accuracy, on peut calculer, donc entraîner le modèle et calculer les métriques. Donc l'exercice nous demande à compléter les options, en fait les paramètres d'entrée dans Calculate Accuracy. Quelles données on utilise? Donc ici, il faut bien sûr utiliser les données du dataset d'entraînement, parce qu'on entraîne le modèle, et aussi les données qui ont été standardisées. On va utiliser donc Xtrain Scaled et Xtest Scaled pour l'entraînement de notre algorithme et pour le calcul des métriques. Quand on exécute cette méthode, on obtient le résultat et vous voyez que le résultat est tout simplement parfait. On a 100% d'accuracy sur le dataset d'entraînement, donc on prédit à 100%, et ça marche aussi bien sur le dataset de test. La régression logistique dans ce cas-là est particulièrement efficace, tout est parfait. Afficher la matrice de confusion, on sait bien faire, il suffit d'exécuter plot confusion matrix. On doit compléter sur quelles données on calcule. Ici, on doit calculer bien sûr sur le dataset de test, parce que les métriques, on calcule sur le dataset de test. Mais comme on utilise les valeurs standardisées, donc on donne le dataset Xtest Scaled. On voit le graphique et on voit visuellement que la prédiction est parfaite. Est-ce que ce modèle est plus performant que Decision Tree ou Random Forest de l'exercice 1? On a vu dans l'exercice 1 que Decision Tree n'était pas très, très efficace. En fait, il y avait un peu de surapprentissage.
Random Forest était plus efficace, mais pas parfait. Donc ici, on peut pas faire mieux, on est absolument parfait. Cette méthode-là, la régression logistique, donne des résultats supérieurs à des méthodes précédentes. Question 3. Évaluer l'impact de chaque gène dans le modèle de la régression logistique. Ça, c'est une question qui est déjà plus intéressante. On a 60 gènes et l'objectif, c'est de savoir en fait quels gènes sont prédicteurs, de bons prédicteurs, et quels gènes sont moins bons prédicteurs. En fait, sur quels gènes, sur les données de quels gènes, la méthode s'appuie pour faire la prédiction. Après la phase d'entraînement, il est possible de connaître les paramètres bêta du modèle obtenu. Ils sont disponibles dans l'attribut coef. Plus le coefficient bêta est grand, à valeur absolue, plus l'impact du gène correspondant est important dans le modèle. Et on vous propose d'afficher les coefficients bêta pour quelques premiers gènes. Donc là, il n'y a rien à faire, il y a juste à exécuter le code. Si le coefficient bêta est positif, ça veut dire que l'augmentation de la valeur d'expression de ce gène-là, il fait basculer en fait l'étiquette entre normal vers le tumoral. Ici, le coefficient bêta est négatif, c'est dans l'autre sens. Donc, quand on augmente l'expression du gène, ça bascule du tumoral vers le normal. On verra ça un tout petit peu plus tard graphiquement. Ensuite, on vous propose de présenter le coefficient bêta sous forme d'un bar plot, du plus petit au plus grand, rangé, juste pour voir visuellement l'impact des gènes. Ça peut être intéressant quand on fait une sélection de variables. On peut le faire avec la fonction plot.bar de Panda, tout simplement. Et ici, il n'y a rien à compléter, il suffit juste d'exécuter ces quelques lignes de code. Et il y a un graphe qui apparaît, vous voyez un bar plot. Il y a certains gènes donc, pour lesquels le coefficient bêta est négatif, notamment tout à gauche, le gène DAO, il a le coefficient bêta qui est le plus fort négatif. Et à droite, ça va jusqu'au gène SLC7A5 ou RNF43 qui ont des coefficients bêta positifs importants. Et il y a certains gènes au milieu pour lesquels le coefficient bêta est quasiment zéro. Le coefficient 0 annule l'impact du gène dans le modèle. Si par contre le coefficient est important en valeur absolue, alors ces gènes-là sont importants pour le modèle. C'est essentiellement sur ces gènes-là que la décision est prise. Par exemple, les gènes DAO, UGP2 vont être intéressants. Le gène CLC7A5 et RNF43, ce sont des gènes intéressants. Donc, pour faire une sélection de variables, on aurait tendance à plutôt sélectionner les gènes qui ont les coefficients bêta en absolu importants. Il faut juste faire attention que parfois, les covariables sont corrélées. Donc, si les features sont corrélées, le fait d'ajouter ces features corrélées ne va pas augmenter l'efficacité du modèle. Il faudra chercher d'autres features qui ont un impact peut-être moins fort, mais qui sont décorrélés des gènes qui sont les plus, avec les coefficients bêta les plus importants. Quel gène impacte fortement le modèle? Si on part dans l'idée que les gènes ne sont pas corrélés, donc tous les features sont complètement indépendants, à ce moment-là, on doit prendre les gènes avec les valeurs bêta les plus importantes. Donc DAO, UGP2, RNF43 et ce genre de gènes. A priori, ces gènes-là sont intéressants pour le modèle. Et on va analyser un peu plus en détail dans la question 3. Est-ce que ces gènes-là sont corrélés entre eux? Est-ce que c'est intéressant de les utiliser ensemble ou pas? Alors, question 3, analyser la corrélation entre les meilleurs prédicteurs proposés par le modèle. Identifier N meilleurs gènes qui impactent le plus fortement le modèle de régression logistique. Donc là, j'ai mis par défaut le N égale à 3, donc on va regarder 3 meilleurs gènes et on sélectionne ces gènes-là selon la valeur absolue du coefficient bêta. Comme vous voyez, si on exécute le code, les top features pour la régression logistique, c'est 3 gènes, RNF43,
SLC 7A5 et DAO. On a vu déjà graphiquement tout à l'heure qu'ils sont intéressants. Afficher un pairs-plot pour ces gènes pour estimer qualitativement leur corrélation. Utiliser la librairie Seaborn de Python pour ça. Et on va utiliser la commande pairs-plot pour afficher graphiquement les valeurs d'expression de gènes et est-ce qu'ils sont corrélés ou pas. Dans cette représentation graphique, on voit sur la diagonale le density plot pour chaque gène. Et donc la courbe en bleu, ça représente les échantillons normaux et en orange les échantillons tumoraux. Donc on voit par exemple que pour le gène RNF43, l'expression dans les échantillons tumoraux est généralement plus élevée que l'expression dans les échantillons normaux. Et c'est pour ça que le coefficient bêta était positif pour ce gène-là. Alors que si on regarde le gène DAO, on voit que c'est l'inverse. Dans les échantillons normaux, l'expression est plus importante globalement que dans les échantillons tumoraux. C'est pour ça que le coefficient bêta était négatif. Donc c'est pour vraiment indiquer le sens, dans quel sens au fait on passe de l'échantillon normal à l'échantillon tumoral. Sur les graphes de corrélation, on voit que les gènes sont peut-être un tout petit peu corrélés, notamment DAO et le gène CLC7A5, et peut-être il y a une tendance pour la corrélation, mais cette corrélation n'est pas très très forte. En fait, j'ai sélectionné déjà parmi ces 60 gènes les gènes qui n'étaient pas corrélés très fortement. Donc le coefficient de corrélation ici ne doit pas dépasser 0,6. Alors on peut considérer que ces gènes-là sont quand même intéressants à utiliser ensemble. Bien qu'ils ne vont pas être complètement indépendants, ils vont pas apporter une information supplémentaire à 100%, mais ils vont quand même, quand ils travaillent ensemble, vont apporter une information complémentaire. Donc ça va être intéressant. Est-ce que les gènes sont corrélés? Un peu, mais pas complètement. Est-ce qu'il y a un intérêt de les utiliser ensemble pour l'apprentissage du modèle? Oui, quand ils travaillent ensemble, ce n'est pas une complémentarité parfaite, mais ils vont être quand même complémentaires et intéressants à utiliser parce qu'ils sont corrélés pas à 100%. Question 5. Calculer les performances du modèle en régression logistique en utilisant 1, 2, 3, etc. top features. Cette question concerne en fait le nombre de features qu'on doit utiliser pour être efficace. Est-ce qu'on a besoin vraiment de 60 gènes ou on peut réduire le nombre de gènes? Notamment, on a vu que certains gènes avaient les coefficients bêta égal à 0, donc leur impact il est quasi inexistant, donc ils ne sont pas vraiment intéressants. Combien de gènes en fait on a besoin pour obtenir un score d'efficacité qui nous convient? Qu'est-ce que fait le code ci-dessous? Exécutez-le et expliquez le résultat. Donc je pense qu'effectivement, il vaut mieux exécuter d'abord le code, voir ce qu'il affiche et comme ça on comprendra mieux ce qu'il fait. Donc en affichage, on voit que le code, gène par gène, donc à partir du gène qui a le coefficient bêta le plus important, pour nous c'est RNF43, il entraîne le modèle uniquement avec ce gène-là et il calcule les métriques accuracy dans le dataset d'entraînement et dans le dataset de test. Donc ici, si on utilise un seul gène, on obtient, puisqu'on compare les modèles, on va raisonner uniquement sur le dataset de test. Donc ici, on compare 84% de prédictions correctes. C'est déjà pas mal, pour un seul gène, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. C'est 84, c'est quand même, on peut faire mieux. Donc en deuxième itération, il prend deux gènes qui ont la valeur bêta la plus importante, RNF44, et on ajoute CLC7A5. Donc on voit maintenant accuracy calculé dans le dataset de test, et ce chiffre il est bien plus élevé, donc on est à 93, 14%, donc c'est beaucoup mieux. Mais on peut continuer encore, donc ajouter le troisième gène, DAO, et entraîner le modèle sur ces trois gènes, ces trois features. On est à 99% de prédiction dans le dataset de test. Donc là, je pense qu'on peut s'arrêter parce que 99%, c'est pour notre
notre exercice est déjà très très bien. Donc, a priori, 3 gènes suffisent pour que le modèle soit efficace. Question 6. Créer un modèle linéaire de SVM, Support Vector Machine. Donc, on refait en fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais avec une autre méthode pour découvrir cette méthode, qui est la méthode SVM. Donc, le modèle SVM cherche à définir une frontière entre 2 ou plusieurs classes d'échantillons en maximisant la marge entre cette frontière et les échantillons les plus proches. Et ces échantillons sont appelés vecteurs de support, d'où le nom du modèle. On va créer le modèle SVM. La première étape, donc, c'est d'importer le modèle. Dans scikit-learn, ça s'appelle Linear SVC. Donc, SVC, c'est Support Vector Classifier. Comme d'habitude, on crée une instance de ce classifier et dans la ligne suivante, on exécute notre fonction qui permet d'entraîner le modèle et calculer les métriques. Et ensuite, on calcule la matrice de confusion vraiment comme tout à l'heure. On voit que le modèle SVM est aussi parfait dans ce cas-là. Donc, accuracy obtenue dans le dataset d'entraînement est égale à 100%. La matrice de confusion, elle est juste parfaite comme pour la régression logistique. Question 7. Évaluer l'impact de chaque gène dans le modèle SVM. Donc, on suit la même chose, mais juste pour l'autre modèle. Est-ce qu'il va donner les mêmes prédicteurs ou pas? Et on voit que les coefficients bêta, donc les valeurs elles-mêmes, ne sont pas tout à fait pareilles que pour le modèle de la régression logistique, mais c'est quand même les mêmes gènes qui sont les meilleurs prédicteurs. On les retrouve DAO, IGP2, CLC7A5 et RNF43. Comparer le résultat avec la régression logistique, et bien le résultat, il est très très similaire. Question 8. Étude de cas. Donc ça, c'est la dernière question où vous êtes censé travailler en autonomie. On se place dans une situation comme si on travaillait à l'hôpital. Donc j'ai appelé AI Hospital. Donc cet hôpital a mis au point un nouvel outil diagnostique basé sur les niveaux d'expression d'un panel de 3 gènes. Sans surprise, ces 3 gènes, c'est les gènes qui sont prédicteurs, RNF43, SLC7A5 et DAO. Cet outil a donné les mesures suivantes pour un nouveau patient à l'hôpital. Donc on vous donne juste des valeurs mesurées pour un patient. Donc vraiment, on simule la situation qu'on travaille à l'hôpital. Il y a déjà un panel de gènes établi. Il y a un test standard qui était déjà développé. Et pour chaque patient à l'hôpital, on fait ce test-là pour savoir si le patient a le cancer du côlon ou pas. Donc, imaginons que ce patient-là a obtenu ces résultats. Maintenant, on doit dire, est-ce que ce patient, quel est son diagnostic? Est-ce qu'il est malade ou pas? Composer un dataset de tests, X-test, qui contient un seul échantillon, c'est les mesures de notre nouveau patient. On crée pour cela un data frame et puis on passe en fait les mesures de ces 3 gènes dans ce data frame. Vous pouvez l'afficher pour voir graphiquement comment les valeurs se présentent. Notre panel de gènes est constitué de 3 gènes, RNF43, CLC7A5 et DAO. Donc ça, on a défini la variable panel juste pour travailler plus facilement dans le code. Maintenant, on va utiliser la totalité des données disponibles en tant que le dataset d'entraînement Xtrain. Jusqu'à maintenant, on faisait le split entre Xtrain et Xtest, mais dans cette situation-là, en fait, notre Xtest, c'est le nouveau patient. Et on peut utiliser toutes les données qu'on a, vraiment les données d'origine, complètement, pour entraîner notre modèle. Donc là, on va prendre les données d'origine data et on va sélectionner uniquement les 3 colonnes qui correspondent aux gènes du panel. On va constituer donc Xtrain comme ça. Entraîner une régression logistique fait une prédiction pour le patient. Donc ça, on sait déjà faire. On met en place un scaler, standard scaler, et on calcule donc la moyenne et l'écart type. Et ensuite, on fait la méthode transform pour appliquer la moyenne, l'écart type à notre nouveau dataset d'entraînement, donc qui représente nos données en totalité. Et aussi, on transforme
les données de notre dataset de test qui sont les mesures du patient. On obtient X-Trend Scalet et X-Test Scalet. On crée un classifier, donc une régression logistique, et on entraîne le modèle. Vraiment toutes les étapes standards de notre pipeline. Pour savoir la prédiction pour le patient, on applique la commande predict sur X-Test Scalet. Et ensuite, on peut afficher juste quelle est la prédiction, est-ce que le patient est malade ou pas. Si on exécute la commande print, on voit que le patient est classé en normal, donc il n'est pas malade. Question bonus, quelle est la probabilité prédite pour ce patient d'avoir un cancer du côlon? Le modèle de la régression logistique, ou un autre modèle, il calcule la probabilité pour un échantillon d'appartenir à telle ou telle classe. Et le résultat final, en fait, ça sera la classe pour laquelle la probabilité est la plus élevée. Mais il peut être intéressant parfois de savoir le chiffre, quelle est cette probabilité qui est donnée. Parce qu'il y a peut-être une différence de probabilité entre 50% et 90%. C'est pas tout à fait la même chose. Si notre modèle prédit que c'est un échantillon normal à quasiment 100% ou 90%, on a tendance à faire plus confiance à cette prédiction, alors que si le modèle dit oui, c'est peut-être un échantillon normal à 51%, ben on comprend qu'en fait, on n'est pas loin de la frontière 50-50. Et dans le cas d'un cancer ou de risque de cancer, on peut peut-être quand même demander des examens supplémentaires pour ce patient-là pour en être sûr qu'il ne soit pas malade. Donc, il peut être intéressant de calculer la probabilité. Comment le faire? Donc, pour calculer la probabilité, il existe la méthode predict-proba. Il va donner pas l'étiquette de l'échantillon, mais la probabilité pour l'échantillon d'être de telle ou telle étiquette. Le code à écrire soi-même, mais on comprend bien qu'ici, on doit reprendre la ligne du code qui fait une prédiction et à la place d'utiliser predict, on écrit predict-proba. Donc classifier.predictproba et on applique sur X-Test Scalet. Et ensuite, on peut afficher au fait cette probabilité avec la commande print. L'échantillon a été classé en normal et les probabilités, il y a deux chiffres. Donc il y a la première valeur 0,74 et la deuxième valeur 0,25. Donc le premier chiffre, c'est la probabilité d'être dans la classe normale et le deuxième chiffre, c'est la probabilité d'être dans la classe tumorale. Si on fait la somme des deux, ça doit donner 1. Donc la probabilité est plus importante d'être dans la classe normale. C'est pour ça que la prédiction, pour l'échantillon, c'est l'échantillon normal. Mais la probabilité elle-même, la valeur, c'est 74%. Donc c'est assez élevé quand même. On a résolu au fait cette question bonus, mais je vous propose également le code similaire pour le modèle SVM et pour le modèle Random Forest, ici, dans la solution de l'exercice. Tout est vraiment similaire, juste on entraîne un autre classifier. Et vous voyez que les modèles sont quand même un tout petit peu différents. Donc si la régression logistique prédit à 74% d'être dans la classe normale, SVM prédit à 79%, il donne plus de confiance, alors que le Random Forest, il prédit moins, il prédit à 63% pour ce patient-là. Donc en fonction du modèle qu'on utilise, on n'obtient pas forcément la même probabilité de prédiction. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cet exercice vous a été utile et vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.